Plus que les paysages de sa Lorraine natale, c'est la découverte de la peinture vénitienne qui influença profondément Claude Lorrain. Le voyage en Italie, à Rome en particulier, était un passage obligé pour les peintres de cette époque. Le Lorrain y fit son apprentissage du paysage chez Agostino Tassi, aujourd'hui essentiellement connu pour avoir violé Artemisia Gentileschi, qui s'est en représailles représenté, lui coupant la tête dans son fameux Judith décapitant Holoferne. J'ai beau dire et répéter que la peinture n'est pas un passage à l'acte, il m'arrive parfois de le regretter. Quick ! Toujours est-il que c'est en abandonnant ce Tassi pour rentrer au pays que Claude Lorrain passa par Venise qu'il quitta, marqué à jamais. À l'instar de Poussin, le Lorrain resta peu de temps en France et retourna dès qu'il le put en Italie, faisant de la ville éternelle son lieu de résidence, ceci jusqu'à son dernier souffle, mais n'ayant pas la culture ou l'érudition de Poussin, appelez ça comme vous voulez, il pataugea quelque temps dans le choix de ses sujets et sa réputation fut longue à s'établir. Il multiplia les scènes pastorales, plaisantes mais un peu légères pour ne pas dire insignifiantes, d'une maladresse d'exécution où l'on peine à deviner le peintre qu'il deviendra. Le Lorrain battait inlassablement la campagne romaine, de l'aube à la tombée de la nuit, emmagasinant dessins et esquisses qui seront une mine d'or dans sa carrière à venir, comme ce sera le cas pour Turner dans toute l'Europe, un siècle et demi plus tard. Il était comme ce dernier, fasciné par les changements d'atmosphère, les vibrations les plus infimes, et s'intéressait finalement assez peu aux personnages et aux objets, les limitant à un rôle anecdotique. Et c'est sans doute cette distance qui fait le charme, la poésie, au bout du compte le romantisme de l'œuvre du Lorrain, auquel succomba pour son plus grand bonheur le pape Urbain VIII. Sa carrière enfin lancée, le peintre vit les commandes affluer et les contrefaçons se multiplier. Il se lança alors dans la réalisation de son livre de vérité, orné de dessins reproduisant ses principaux tableaux, accompagnés du nom de leur acquéreur. Non seulement il put ainsi attaquer les copieurs, mais cela lui évita de se copier lui-même dans des variations trop limitées de thèmes déjà abordés des années auparavant. Claude Lorrain fut d'ailleurs un fabuleux dessinateur et graveur d'eau-forte, dans lesquels on peut s'amuser à suivre en parallèle l'évolution de sa peinture. Poussé par des commandes toujours plus importantes, il se lança alors dans le paysage historique, donnant, et c'est dommage à mon sens, le sentiment de subir l'influence de Poussin, qui habitait comme lui la Via Paulina. Pourtant, rien dans la riche correspondance de ce dernier n'indique que les deux artistes français aient été en contact, mais il faut savoir que la renommée de Poussin avait atteint son apogée avec son retour volontaire en Italie. Ils n'ont au bout du compte que peu à voir l'un avec l'autre, le panthéisme omnipotent de Nicolas s'opposant, du moins en apparence, à la sensibilité pré-impressionniste de Claude. Comme pour confirmer qu'il s'engageait dans une voie qui n'était pas la sienne, le Lorrain confiait d'ailleurs à ses assistants le soin de finaliser les personnages que lui avait imaginés. Si Claude Lorrain nous séduit encore aujourd'hui, c'est justement parce qu'il le différencie de Poussin, une transparence qui ne sera égalée que par Turner, et une délicatesse de touche qui ira malheureusement en se dégradant avec l'âge, ses toiles s'empâtant plus vite que son tour de taille. Courageusement, il s'essaiera sur le tard à davantage de pénétration psychologique de ses personnages, s'appliquant à peindre lui-même leur visage, en pure perte, car il fut jusqu'à son dernier souffle le témoin privilégié des vibrations de l'atmosphère, le premier peintre à s'être aventuré aussi loin dans l'exploration des vertiges de l'ensoleillement.